La presqu'île montagneuse et aride que découvre le conquistador Hernán Cortés en 1534 n'est pas née sous les meilleurs auspices. En partie arrachée au Nouveau Monde par les forces de la Terre, la péninsule de Basse-Californie en garde encore de sulfureux stigmates. Les avatars de l'histoire ont attribué au Mexique ce long doigt de désert qu'un étroit corridor d'eau profonde sépare du continent, la mer de Cortés. Ce mariage entre la terre et l'eau forme un biotope hybride peuplé de créatures gigantesques qui effrayèrent bon nombre de marins et d'explorateurs. Ce sont ces monstres de toutes sortes dont le règne commence avec l'inconnu que l'équipe d'Ushuaïa Nature va tenter de côtoyer. Regardez ça. Magnifique, non? Heureusement que il y a encore, comme ici, de rares endroits sur notre bonne vieille planète où, curieusement, la combinaison de facteurs géographiques, climatiques, mais aussi géologiques ont permis et permettent encore à la vie de foisonner, et qui plus est parfois sous les formes les plus extravagantes. Bonsoir, Ushuaïa Nature en Basse-Californie, la Baja California au Mexique. Justement, un de ces sanctuaires où d'heureuses coïncidences ont permis à certaines espèces de s'y développer et de proliférer, comme une distraction ou une diversion de l'évolution. D'abord, la rencontre pour le moins tumultueuse entre deux plaques tectoniques dans cette région du monde qui ont pour effet, entre autres, la sécession progressive entre la Basse-Californie et le reste du continent américain. Cet immense radeau de pierre de 1300 km de long se sépare au fur et à mesure du temps du continent américain, et probablement que cet isolement progressif a contribué à l'émergence d'espèces endémiques. Ensuite, la rencontre entre deux zones climatiques, tempérées au nord, tropicales au sud, et la convergence d'eau froide du Pacifique venue du nord et d'eau chaude venue du Panama. Et surtout, je dirais, ce phénomène important d'upwelling qui voit les eaux froides profondes, chargées de nutriments, remonter à la surface. Tout cela conjugué contribue à l'extrême richesse biologique et écologique, tant de la péninsule que des eaux de la mer de Cortés, qu'on appelle aussi le golfe de Californie. D'un côté, un désert exceptionnel où chaque représentant de la diversité est un merveilleux témoignage de la prodigieuse et ingénieuse adaptation au fil du temps à l'extrême aridité. Le plus illustre ambassadeur de tout cela, c'est le cardone, le cactus géant, le plus grand cactus du monde, dont certains spécimens, paraît-il, font le poids d'une baleine. De l'autre, les eaux de Basse-Californie, qui sont un réservoir de vie marine tout à fait hors norme. Elles abritent entre autres le plus grand animal qui soit, la baleine bleue. Elles sont aussi la résidence, le temps de leur reproduction, de centaines de baleines grises venues d'Alaska. Elles dissimulent, d'étonnants mais inquiétants aussi, calamars géants qui profitent de la nuit pour quitter leurs abysses. Et enfin, elles sont entre autres l'abri de gigantesques raies manta géantes qui seront, je dirais, le dernier objectif de notre voyage ce soir. Un programme peut-être un peu trop merveilleux pour être totalement réaliste, car une inconnue à tout cela, dans quelles dispositions tous ces animaux convoités seront-ils à notre égard?
Mais nous l'avons souvent éprouvé, la nature, comme la chance, sourit à ceux qui croient en leurs rêves. On verra bien ce soir. Trop loin de Dieu, trop près des États-Unis. Cette boutade mexicaine à propos d'une terre longtemps considérée comme maudite en raison de son aridité n'est plus vraiment de mise. Car cette péninsule, encore prodigieusement sauvage, risque bien un jour de flotter au beau milieu de l'océan Pacifique. L'île de Danzante, sur laquelle se trouve Nicolas, fait partie d'un archipel qui protège la baie de Loreto. Les pélicans viennent ici profiter des immenses bancs de sardines qui prolifèrent dans la mer de Cortez, véritable nasse pour la faune marine. Une barque de pêcheurs attend Nicolas pour le mener au large rejoindre le Marili, un solide bateau de plongée américain. Diane Gendron est une chercheuse canadienne, spécialiste des mammifères marins. Mais ce n'est pas vers les immenses baleines bleues qu'elle va conduire Nicolas. À cette saison, celles-ci ont presque toutes quitté la baie de Loreto pour rejoindre les zones polaires. Non. Diane étudie particulièrement les cachalots, et qui dit cachalot, dit calamar géant. Chasse là. Il y a un gros groupe là-bas, il y a un gros groupe, regarde là-bas. La mer de Cortés n'est pas à un cadeau près. Une centaine de dauphins accompagnent l'embarcation vers la plongée nocturne que Nicolas souhaite tenter à l'aplomb des abysses, d'où chaque nuit remontent des milliers de calamars de Humboldt. Comme prévu, le Marili est au rendez-vous au sud de l'île de San Marcos. Depuis 2 soirs, Bob Cranston guette les créatures des profondeurs. Cinéaste américain, il est le premier à avoir filmé des calamars géants. Il compte emmener Nicolas dans un monde qui alimente encore nombre de nos cauchemars. Good Bob? Oui, il y a pas mal de calmars. Peut-être une trentaine. Ils peuvent être encore plus gros, ça can be bigger? Oh, les plus gros peuvent atteindre 3 mètres. Ah oui. Combien on peut en avoir en même temps? Ah, des centaines. Des centaines? T'es sûr que cette plongée est bien sérieuse? Ce sont des bons prédateurs. Are they good predators? Ce sont des chasseurs très efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils sont agressifs et ils peuvent se mouvoir très rapidement, vers l'avant ou vers l'arrière. Ils disposent de tentacules qu'ils peuvent projeter en un éclair. Ils ont des jets de propulsion qui peuvent être orientés dans ce sens ou dans l'autre. Ils peuvent ainsi reculer rapidement ou faire comme ça. Mais je crois que le jet leur sert surtout en cas de fuite, quand ils ont besoin de s'échapper brusquement face à un requin ou à un danger quelconque. Seulement, dans un laps de temps très court. Ça, c'est un exemple du système nerveux très développé qu'ils ont parce qu'ils laissent rentrer de l'eau dans leur manteau et tout d'un coup, en donnant un signal au cerveau directement, toutes ces cellules-là se resserrent pour faire sortir de l'eau. C'est comme ça qu'ils se propulsent très rapidement. Ils ont un cerveau assez gros proportionnellement à leur corps, dû à leur développement des yeux et le développement des cellules nerveuses. Les cellules nerveuses de céphalopodes, calmars et octopus, ou les pieuvres,
Elle a 1 mm de diamètre. En médecine, ils utilisent ces cellules-là pour connaître un peu plus le système nerveux. Et aussi, ils peuvent changer de couleur. Je pense qu'ils communiquent entre eux. Je le sais parce que je les ai vus se répondre mutuellement par flash. Ils ont certainement un système de priorité. Et ils se le font savoir. Un calamar va dire, par exemple, « Je vais prendre cette proie parce que lorsque nous jetons des appâts, beaucoup de calmars arrivent et regardent. Mais lui seul va l'attraper pour le manger. Et parfois, il mange même les autres appâts. Comment est-ce qu'ils vous agrippent? Par ventouse. Ils ont des crochets, 3 petits crochets dans chaque ventouse. Et il peut y avoir jusqu'à 200 ventouses sur chaque tentacule. Donc plein de possibilités pour attraper une proie. Donc, s'ils vous attrapent vous, ou peut-être moi, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez la peau nue, ils peuvent vous griffer, mais avec une combinaison de plongée et des gants, aucun problème. Par contre, ils peuvent venir vous palper. Juste pour tester. Ouais, juste pour tester. Ok. Let's go. Ok. Allez. Good luck! And we take care. Take care. It'll be exciting, very exciting. Lights on. Peter, l'assistant de Bob, se munit de quelques appâts congelés pour canaliser l'intérêt des calamars au cas où ceux-ci s'intéresseraient d'un peu trop près aux plongeurs. Soudain, tels des spectres blanchâtres, ils apparaissent dans le pinceau de lumière. D'une taille variant de 2 à 4 mètres, lorsqu'il projette devant lui ses 2 longues tentacules préhensiles, le calamar de Humboldt est un animal extrêmement agressif, dévorant tout ce qui passe à sa portée. Au cours d'une première expérience de plongée au milieu des calamars géants, Bob Cranston a connu quelques frayeurs. Entraîné vers le fond par les bras tentaculaires qui le palpaient sans vergogne, il a reçu quelques coups de griffe que sa fine combinaison n'a pu arrêter. Après 2 ou 3 plongées acrobatiques, il a compris que les animaux appréciaient peu la lumière et qu'il fallait la diriger sur eux pour se prémunir de leurs investigations un peu trop approfondies. Le fait de leur donner quelques appâts limitait aussi leur envie de grignoter du caoutchouc. Les calamars de Humboldt, ainsi appelés en référence aux naturalistes allemands du XIXe siècle, ne sont pas les plus grands de l'espèce. En la matière, l'Architeuthis représente le monstre absolu. 15 à 18 mètres de long, toutes tentacules développées, il peuple les fosses abyssales, mais n'a jamais été observé vivant. Preuve de son existence, les traces de ventouses d'un diamètre de 30 cm constellant le corps de certains cachalots. Ces combats des profondeurs doivent être titanesques. Dans l'imaginaire des marins, ces krakens pouvaient emprisonner la coque d'un navire et l'entraîner vers le fond. Quelle que soit sa taille, le calamar est de loin le plus évolué des mollusques. Il sait communiquer grâce à ses chromatophores, des cellules pigmentaires du derme, permettant à la peau de changer rapidement de couleur. Rusé et très réactif,
Lorsque le besoin s'en fait sentir, il projette une encre épaisse dont la dispersion dans l'eau représente sa propre forme. Cet écran lui permet de s'enfuir en toute discrétion, alors que le prédateur poursuit le leurre qui se dilue lentement dans l'eau pour le plus grand bonheur d'une myriade de petits organismes affamés. Toute appréhension évacuée, Nicolas s'est facilement saisi d'un calamar un peu trop curieux. Ces créatures d'une 50aine de kilos restent un mystère pour les scientifiques. Elles naissent minuscules le long des côtes californiennes et atteignent ces tailles respectables en quelques mois, preuve d'un métabolisme extrêmement rapide. Depuis quelques années, leur nombre ne cesse de croître et elles représentent l'une des plus importantes biomasses de la mer de Cortés. Est-ce dû à une modification de la régulation climatique de l'océan? Nul ne peut encore le dire. Afin d'observer quelques instants le comportement vorace d'un de ces décapodes, Nicolas lui propose un thon congelé pour l'attirer à lui. Le calmar dispose de 2 grandes tentacules de plus que la pieuvre, qui en possède déjà 8. Elles lui permettent de saisir la proie convoitée pour l'amener à sa bouche munie d'un bec cornu très puissant. Cette redoutable cisaille déchiquette facilement un thon, pourtant dur comme du bois. Tel un chien rongeant un os, le calamar jette de fréquents regards autour de lui. À la moindre alerte, le siphon orientable, situé sous sa tête, propulse un puissant jet d'eau qui fait disparaître l'animal dans l'ombre. Il est aussitôt remplacé par un candidat encore plus glouton qui va donner du fil à retordre à Nicolas. Deux calamars pour une seule proie, même très abîmée, et le conflit éclate entre prétendants. Attiré par l'événement, une horde de nouveaux calamars intervient à son tour. Il vaut mieux quitter les lieux, ils sont encore des milliers qui attendent en dessous. Il y a de l'ambiance. C'est assez inhabituel comme spectacle là. Parce que ça ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir sous l'eau. Tant dans le mode de propulsion, le mouvement, la forme, la manière de manger. C'est des mouvements clés parce que quand elles prennent l'appât, tu pars dans tous les sens. Ah ouais? Tu perds 20 mètres ou 30 mètres sans t'en rendre compte. Wow! Et à la fin, il y en avait 2 sur l'appât, 1 sur ma palme. Donc tu sais plus où t'es. C'est un peu impressionnant là. Avant l'aube, les calamars, tels des vampires de l'onde, retournent vers l'obscurité abyssale. À quelques dizaines de kilomètres de là, d'autres tentacules se dressent dans la lumière du petit matin.
Ce désert est un des lieux les plus chauds de la planète. Les stratégies de survie qui s'y sont développées ont permis à d'autres monstres d'y évoluer. Plus petits ceux-là, mais autrement dangereux. Bien nommé, le Gila Monster est un gros lézard venimeux d'un bon demi-mètre de longueur. La force de sa mâchoire est telle qu'en cas de morsure, il faut impérativement sectionner sa tête pour lui faire lâcher prise. La tarentule géante est un insecte de plusieurs dizaines de grammes qui inflige de douloureuses morsures. Elle peut, paraît-il, tuer un cheval lorsqu'il ne parvient pas à s'en débarrasser. Autre arachnide du désert de Vizcaíno, le grand scorpion jaune. Malgré sa taille record d'une quinzaine de centimètres, il possède beaucoup d'ennemis chez les reptiliens. Il représente, il est vrai, une belle source de protéines. Ce scorpion est réellement capable de se suicider devant un danger qu'il ne peut gérer. Comme par exemple devant le roi incontesté de cette région, le crotal. Un tueur de près de 2 mètres de longueur, possédant une incroyable capacité à fondre sur ses proies et à les terrasser en quelques secondes. Les longs crochets injectent une quantité de venin adaptée à la taille de la victime. Les crotales, ou cascabels, nom espagnol signifiant sonnette, ont au moins l'élégance d'alerter les imprudents. À l'instar de nombreux serpents, ils possèdent une langue bifide recueillant à distance la plus infime des particules odorantes. Un autre organe, situé dans le museau, détecte les radiations thermiques d'une proie potentielle. Il permet à l'animal de frapper dans l'obscurité la plus totale. Complètement sourds, ces reptiles perçoivent les vibrations du sol et ont plutôt tendance à fuir devant l'adversité. Cependant, ils sont la cause de nombreux accidents. La couleur de leurs écailles, en parfait mimétisme avec le terrain, ne les rend pas toujours visibles aux yeux du profane, qui ne fait pas assez souvent attention où il met les pieds. Le risque de morsure grave ou mortelle, permanent aux périodes chaudes de l'année, provoque des demandes en sérum toujours plus importantes. Alors des professionnels herpétologistes confirmés ne cessent de courir les zones arides pour trouver des donneurs de venin. Comme il n'y a guère de volontaires, ces chercheurs se doivent de faire une bien curieuse récolte.
con las pinzas. Poner la cabeza y tú el cuerpo lo vas a controlar así. Ahí aguántala. A los 3 minutos. 1, 2, 3. Les reptiles capturés sont amenés dans un terrarium où ils alimenteront quotidiennement les préparations de sérum. Parfois, ils sont traités sur le lieu de leur capture. Mais le risque pour le spécialiste est beaucoup plus grand. L'hôpital le plus proche est à plus de 300 km et il n'y a pas d'hélicoptère en Basse-Californie. Vamos a quitar el costal. 90% des crotales de la région possèdent un venin hémotoxique qui affecte le système circulatoire en dégradant les vaisseaux sanguins. Les autres sont dotés d'un venin neurotoxique, paralysant le système nerveux central et provoquant un arrêt cardiaque en quelques minutes. Victor, aquí estamos. Un dernier pour la route. Mais la capture d'un scorpion jaune est une plaisanterie pour Victor Manuel Velasquez. Le désert de Vizcaíno possède les plus fascinantes forêts de cactus qui soient au monde. De monstrueux spécimens s'y sont développés, alors qu'il ne pleut ici qu'un jour ou deux par an. Nicolas a rejoint Lisa Garnier, une botaniste avec laquelle il avait déjà arpenté les zones arides de la Patagonie andine. Intérêt à avoir des protections sur les jambes. Hein. Ouais. Parce que faut dire que les épines des cactus remplissent bien leur rôle. Exactement. On a l'impression que c'est un jardin botanique tellement ça paraît bien organisé. Tu vois, il fait tellement chaud à 70 degrés quand il y a une petite plantule qui germe et qui essaye de pousser. Bah, elle n'y arrive pas, quoi. Donc il vaut mieux qu'ils se mettent ensemble, les petits profitant de l'ombre des grands, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Un peu comme des systèmes de nurserie. Compte tenu qu'on est dans un désert, tu considères qu'il y a une grande variété ou... Ah oui, il y a Ouais. une grande variété, oui. Et en Basse-Californie, sur 100 espèces de cactés, t'en as 80 endémiques quand même. Voilà les fameux Syrios
Les arbres, vraiment symbole de la Basse-Californie. Hein. Celui-là est vraiment le plus typique. Ça grandit à quel rythme? 3-4 cm par an. Ah oui. Les plantes semblent avoir le temps avec elles. Je crois qu'il y a certains cactus, quand il pleut, ils peuvent pas doubler de poids, mais enfin presque, non? Disons presque, c'est-à-dire que c'est sûr qu'ils emmagasinent l'eau qu'ils peuvent pour les semaines et les mois à venir, même les années à venir. Et à l'inverse, en cas de grande sécheresse, ils peuvent perdre jusqu'à combien de leur poids? 60%, 70%. Allez, imagine, nous, si on perdait 60% de notre poids, il y aurait de la place. Et là, on est dans une taille de géant. Pas facile hein, d'imaginer là. 15 mètres à peu près. Ouais, 17, 18. Tu lui donnes quel âge à ce cactus? Là, il est vraiment très très grand. Non, enfin, comme ça, à la surface, on peut essayer de le calculer directement, mais ce cardon, il est tellement vieux et... Ça chiffre en siècles là, non? Là, ouais, 2-3 siècles. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il a perdu ses épines parce que probablement maintenant qu'il a une telle assise et une telle résistance qu'il n'a plus besoin de tous ces subterfuges. Il trône un peu tout seul. Avec le temps, si tu veux, les épines, elles tombent. Et puis en effet, maintenant, c'est devenu, Oui. c'est Là, devenu tellement résistant. Il craint plus rien, lui. Voilà, il craint vraiment plus rien. Allez, on y va. Je vais t'aider à descendre. Gracias. Gracias. Alors le poids, je ne sais même pas. Ça doit chiffrer en tonnes quand même. Hein. C'est difficile à estimer, hein. Ouais, plusieurs dizaines de tonnes, quoi. Et alors, contrairement à ce qu'on peut encore croire, c'est effectivement, il est gorgé d'eau, c'est ce qu'on appelle les plantes succulentes, mais si on fait un trou dedans, il n'y a pas de l'eau qui va couler pour autant. Non, parce que là, tu vois, la structure, bon, c'est des grosses fibres qui forment du bois, qui permettent de maintenir tout le poids. Et en fait, l'eau, elle est contenue dans un tissu spécifique. Il y a des cactus dont l'eau est accessible pour ceux qui sont dans le désert. Alors, il y a des ferrocactus qui ont été utilisés par les Indiens et qui peuvent être encore utilisés. On verra peut-être tout à l'heure. Ouais. Tiens, regarde, Nicolas. Ça, c'est un gardon mort. Et on voit bien la structure interne. Tu vois ? Tout ça, c'est les fibres qui sont lignifiées, très 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 dures. C'est du costaud qui permettent de maintenir tout le parenchyme dans lequel il y a l'eau qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que ça, c'est un peu l'équivalent de l'ossature. C'est ce qui assure la rigidité du cactus. Exactement, c'est le bois. Et alors là-bas, il y a un cola. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que faut pas s'affoler, ça n'abîme pas la plante, au contraire. Les petits rejets qui tombent par terre vont se reproduire, enfin, normalement, et c'est ce qu'on appelle la reproduction végétative. Et ça permet la dispersion de la plante, ce qui fait que ça, quelque part, sa fragilité est une vertu pour lui. Exactement, parce qu'en plus, il y a des espèces de colas qui sont avec plus d'épines, qui s'accrochent aux animaux et qui, du coup, se dispersent. Comment on appelle les plantes qui utilisent justement les animaux pour se disperser, enfin ce processus? C'est un nom, mais si tu l'as oublié, c'est pas grave. C'est pas zoochorie. Zoochorie, tu vois, zoochorie. Alors regarde Nicolas, ça c'est un agave. Ça quoi? Tout ça c'est un seul individu. Ce cercle-là. Voilà, il a poussé à partir d'une graine qui a germé là au milieu. Elle a poussé, elle s'est reproduite. Et en fait, les agaves, quand ils se reproduisent, ils meurent. Et comme ils ne sont pas sûrs de pouvoir se disperser et de se reproduire grâce à leurs graines, ils ont inventé une sorte de clonage, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent eux-mêmes sur le côté. Et puis petit à petit, ça grandit, etc. Et tu as un grand cercle comme ça. Donc tu veux dire qu'à partir de la plante mère, si on faisait une analyse génétique de la plante mère et de tous les descendants ici, on trouverait exactement le même code génétique. Oui, probablement. Donc, effectivement, un des grands succès du monde végétal, c'est d'avoir inventé avant l'heure le clonage. Voilà.
et probablement s'être mis dans une situation d'inventer aussi le plus vieux rêve de l'homme, c'est-à-dire l'immortalité. On peut Parce le que- dire. En théorie, sauf grand bouleversement géologique et climatique, il n'y a pas de raison que celle-là en donne 3, qui en donne 3, qui en donne 3, c'est à l'infini. Alors, il y a une plante qui se trouve un peu plus au nord d'ici, dont on a trouvé des clones qui datent de 11 000 ans d'âge. Ah oui, 11 000 ans. Alors tu vois, moi ça c'est mes préférés dans ce désert. Quand même, le végétal est surprenant. On le regarde pas assez. Ah, bon, tu me diras, les Syrios, il faut venir ici pour en voir. Ouais. Mais c'est magnifique. Ça, c'est une plante qui, elle, a besoin de ses feuilles pour produire son énergie. Et alors je rappelle quand même que une feuille, pour une plante, et a fortiori celle-ci, c'est un peu les panneaux solaires qu'utilisent les humains. Voilà. Et donc, bon, dès qu'elle peut, dès qu'il y a une pluie, hop, elle se dépêche de vite faire ses feuilles. Alors après, elle vit au ralenti, elle est dormante en fait. C'est amusant, c'est qu'ici, au moment où la pluie arrive, il faut vraiment que tout se passe très rapidement, quoi. Il faut optimiser la pénurie d'eau, quoi. C'est pas ça justement, le cactus dont tu me parlais tout à l'heure, qui garde l'eau accessible? Si, ça c'est un phérocactus. Tu vois, donc il a vraiment une forme globulaire. Alors ça, les Indiens l'utilisaient pour boire, c'est-à-dire que là, il y a de l'eau accessible. Voilà, alors bon, il y a différentes espèces de phérocactus qui étaient utilisées en effet. On broyait le cactus et D'accord, on l'ouvrait pas en deux Voilà, comme une noix de non, coco et et puis on buvait pas non, comme ça. on Par buvait pas contre, comme ça. voilà, on séparait un peu les fibres de Voilà. l'eau. Et donc lui, il a des fabuleuses épines que les Indiens utilisaient comme hameçon à la pêche. C'est une belle forêt quand même, hein. Et en fait, on peut dire quand même qu'il y a de sacrés échanges de bons procédés ici et qu'ils sont assez serviables en général les uns envers les autres, les insectes, les oiseaux, les plantes. Tout le monde se file un petit coup de main pour tirer son épingle du jeu, quoi. C'est surtout vrai en termes de reproduction des plantes. Il y a le cardon, dont on parlait tout à l'heure, qui produit des fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit et qui sont pollinisées par les chauves-souris. La fleur, elle est faite en sorte que quand la chauve-souris s'agrippe à la fleur, ben, elle rentre sa tête. Elle a une petite tête avec des petites oreilles et puis un long museau. Et elle va chercher le nectar et quand elle se ressort, elle est toute ébouriffée de pollen. Et du coup, quand elle va sur une autre plante, eh ben, elle transporte le pollen. Il n'y a pas eu une convergence évolutive comme le colibri par exemple avec certaines fleurs. Non, pas tout à fait, pas Non. si poussé, hein, pas si poussé chez le Enfin, cardon. elle a quand même une morphologie Mais elle a quand même- adaptée. Il y a des Voilà. oiseaux qui ne pourraient pas polliniser le cactus. Non. D'accord. Au passage, sur les grands cactus comme ça, il y a des mâles, des femelles, et plus exceptionnel, c'est que dans un même territoire, il peut aussi y avoir des hermaphrodites. Oui, et tout ça, ça cohabite ensemble. Alors il apparaîtrait que ça soit dans des régions où il y ait beaucoup de chauves-souris. Donc est-ce qu'il y a un lien? Et ceux qui sont hermaphrodites, ils ont besoin quand même de l'aide d'un pollinisateur? Alors bah oui, comme... Même chose. Même chose. D'accord. Même chose. Ça, ils ne le font pas eux-mêmes. Non. Faut que je comprenne, c'est compliqué. Le désert de Vizcaíno abrite, au pied du volcan des Trois Vierges, les dernières antilopes d'Amérique. Elles ne sont plus que 200, regroupées sur cette langue de terre brûlée, entre l'océan Pacifique et le golfe de Californie. Protégées depuis quelques années par les autorités, elles se reproduisent lentement dans la réserve. Seuls les coyotes menacent encore leur progéniture, mais des gardes assermentés essaient de les tenir à distance. À quelques kilomètres de là, sur les pentes du volcan, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, s'ébattent les cimarrones, les mouflons d'Amérique. Leur population est ici tombée très bas et un programme de protection est en cours. Eux, leur problème, ce ne sont pas les coyotes, mais les cow-boys américains qui souhaitent orner leur salon d'un trophée très convoité, les solides cornes de près d'1 mètre couronnant la tête des plus beaux mâles.
Majestueuse, la plus haute chute d'eau mexicaine marque l'entrée dans les gorges de la Sierra Tarahumara. Cette zone fracturée par un réseau de canyons qui relègue celui du Colorado au rang d'une simple curiosité géologique se situe sur l'autre rive de la mer de Cortés. Elle abrite les derniers Indiens d'Amérique du Nord, vivant encore de manière traditionnelle, les Tarahumara. Cependant, la nostalgie de l'époque où ces derniers vivaient encore en totale autarcie est installée dans leur cœur. Depuis l'arrivée des conquistadors, l'exploitation du cuivre, de l'argent, de l'or, puis de la forêt, a fait de la Sierra Tarahumara l'objet de toutes les convoitises. Peuple légendaire, les Tarahumara se font appeler Raramuri, ce qui signifie semelle de vent ou pied léger, suivant les interprétations. Ces Indiens qui vivent comme ici vers 2500 mètres d'altitude ont toujours refusé de participer aux compétitions olympiques. Trop simple. En effet, courir sur terrain plat au niveau de la mer les fait hurler de rire, eux qui peuvent galoper sur 150 km en une seule journée. On a longtemps pensé que le pouvoir hallucinogène du peyote, une racine de cactus consommée lors de cérémonies rituelles, transcendait la forte nature de ces Indiens véloces. Il n'en est rien, ils courent vite et longtemps, c'est tout. Bien qu'ils aient toujours vécu dans ces montagnes, les Indiens se sont souvent réfugiés au fond de gorges inaccessibles pour échapper aux travaux forcés dans les mines pour le compte des Espagnols. Dans certains endroits, ils vivent dans les grottes naturelles pour se protéger du froid intense de l'hiver. Cette vie en apparence paisible a longtemps caché et cache encore un esprit de révolte bien ancré. Ce territoire de caractère n'a été pacifié qu'en 1925. La Sierra Tarahumara est immense. Près de 15 000 km². Environ 50 000 Indiens, descendants de la vieille civilisation de Paquimé, survivent ici dans des conditions difficiles. Cultivateurs du sempiternel maïs, éleveurs de chèvres, les Tarahumara sont encore exploités par certaines compagnies forestières qui s'arrangent avec des propriétaires fictifs pour les déposséder de leurs terres. Un institut indigéniste est chargé de les défendre. Ce n'est pas toujours du goût des Indiens qui craignent d'être intégrés à la culture occidentale et à son matérialisme artificiel. Certaines familles descendent régulièrement au fond des canyons pour profiter de la clémence du climat, parfois tropical, qui y règne. Adolfo Quimaré vit dans la Barranca del Cobre avec sa famille. C'est le champion toute catégorie de la course à pied. Il faut avouer qu'il s'entraîne.
La course à la balle est une lutte traditionnelle entre deux camps, souvent deux familles ou deux hameaux. Cette manifestation rituelle possède quelque chose de magique, de religieux, et rappelle les jeux de balle qui se pratiquaient au temps des précolombiens. Cette boule de bois dur représente le soleil dans sa course. Elle ne doit pas s'arrêter. Les joueurs en compétition réalisent parfois des prouesses. Les courses peuvent durer 2 ou 3 jours, se poursuivre à la lueur des torches et sur tous les terrains. La résistance à la course est plus qu'un divertissement. C'est le seul moyen de communication dans la Sierra pour faire des échanges entre groupes ou apporter des nouvelles de la famille. Adolfo et son ami Porfirio ont coutume de parcourir une centaine de kilomètres en 8 heures, en avalant allègrement des dénivelés de près de 2000 mètres. La performance semble exceptionnelle, mais il y a 5 ou 6 siècles, les messagers incas faisaient de même dans la cordillère des Andes pour renseigner les princes du Machu Picchu sur l'état de leur immense empire. La faille de Sant'Andrea a formé de chaque côté de la mer de Cortés des paysages plus grandioses les uns que les autres. La Sierra de San Francisco, qui surplombe le désert de Vizcaíno, est elle aussi parcourue de profondes cicatrices. Elle a abrité les premiers Américains venus d'Asie par le détroit de Bering. Ces inconnus, les Indiens sans nom, ont laissé derrière eux des œuvres monumentales préservées par le temps. Nicolas Hulot, accompagné de Jean Clotte, l'un des préhistoriens français les plus compétents en matière d'art pariétal, entame une descente sans fin vers les oasis désormais abandonnées. Voilà. Il est juste derrière, dans le canyon, là. Oui, oui. Là, c'est le canyon San Julio et après, c'est San Gregorio. Et d'ici, on voit la mer de Cortés, là-bas. Ah oui, exact. On a une idée de l'époque à laquelle les premiers hommes sont arrivés dans la Basse-Californie? Oui, on pense que c'est entre 10 et 12 000 ans. Il faut bien comprendre que ce sont des migrations qui sont venues du nord, comme d'ailleurs toutes les migrations indiennes, sauf qu'ici, probablement qu'à leur insu, ils se sont retrouvés dans un cul-de-sac. Oui. Alors qu'ils avaient le choix soit de faire demi-tour, soit si ça leur convenait de s'installer. Visiblement, ils ont choisi l'option de s'installer. Oui, bien sûr. Ça représentait une population de combien d'Indiens, ça? Oh, ça a dû croître au fil des siècles et des millénaires, mais au début, on ne sait pas trop, c'était peut-être quelques dizaines simplement. Je pense que les Indiens vivaient en bas de ces canyons ou ils venaient juste là occasionnellement? Moi, je pense qu'ils devaient y passer du temps à cause de l'eau. En tout cas, ils venaient y chercher l'eau, hein. Et puis, il y avait une végétation beaucoup plus luxuriante aussi. C'est bien, il y a une petite oasis. Wow. Allons voir ces chefs-d'œuvre. J'espère que tu ne vas pas fait faire ces heures et ces heures de mule pour me montrer 3 petits dessins. Hein? Voilà, San Gregorio. Ah, c'est une grande échelle, là. C'est oui. presque à l'échelle 1. Oui. Ça déborde même au-dessus, hein, mais... Oui, oui, oui. Tiens, tout ça, c'est là. Le plus bas possible, hein. Sur les crottes de chèvre. Ah oui. Oui.
Je veux dire qu'ils ont pratiquement été dans cette position peut-être pour... Oui, il fallait forcément qu'il soit, parce que le sol n'a pas bougé, hein, qu'il soit complètement renversé pour faire ces dessins. Et qui faisait ces peintures? Tout le monde ou comme chez nous, dans les grottes ornées françaises, les chamans essentiellement? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que ça, ce type de tradition n'est pas parvenu jusqu'à nous. C'était plus pour rentrer là aussi en communication avec le monde des esprits, ou c'était véritablement de l'art destiné à être vu et notamment à immortaliser? Non, pas immortalisé, je ne crois pas. Non, entrer en contact avec le monde des esprits, oui, destiné à être vu, certainement, étant donné qu'il y avait des gens qui habitaient là. On a des traces des foyers, des objets, etc. Donc, c'est un art qui se voyait. Il n'était pas tout à fait au fond d'une caverne profonde. Donc les gens le voyaient. Celles qui sont sur la paroi, là, ça se voit depuis l'autre côté de la vallée. Donc les gens, quand ils allaient à la chasse, ils les voyaient. Un peu comme on voit une église. Hein. Et alors, ce qui est caractéristique dans cette grotte, c'est la superposition des dessins. Oui. Alors, ça atteste que les dessins se sont faits à des périodes successives. Oui. Et que différents artistes ont utilisé les mêmes lieux. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité qu'avec le temps, certaines peintures perdent de leur valeur surnaturelle. Elles ont perdu, elles sont mortes en quelque sorte. Donc on les refait, ou on refait des choses par-dessus. La seconde possibilité, c'est l'inverse. C'est que cet endroit qui a été sacralisé par les premières peintures est un endroit qui est très fort, qui est chargé de pouvoir surnaturel. Et en faisant notre peinture, on profite de ce pouvoir antérieur et on y ajoute. Ça a été daté au carbone 14, ça? On ne peut pas dater directement les peintures, puisque c'est fait avec des éléments minéraux, mais on a pu dater le lien de certaines peintures qui étaient faites avec du jus de cactus. Et donc, il y a des éléments organiques. Et c'est là que ça donnait des dates, 3000, 7000. Et c'est une civilisation qui a duré peut-être 3-4 000 ans. En tout cas, l'intérêt pour nous et pour vous, les préhistoriens, c'est que ça fait quasiment un musée à ciel ouvert. Et au moins, on peut voir, notamment dans ce bestiaire quasiment exhaustif, les animaux qui comptaient pour eux. Oui, c'est vrai. Ceux qui avaient une très forte charge surnaturelle. Là, par exemple, on a un grand serpent blanc. Tu vois, cette grosse tête, là. Bon, le serpent jouait un rôle, surtout un serpent qui sort du trou, qui sort de la paroi. Si tu devais comparer, tu considères qu'ils ont le trait fin et assuré, là? Ils sont des bons artistes? Ah oui, c'était de bons artistes. On sait à quoi ils ressemblaient à l'époque et à quel degré d'évolution ils étaient? Oui, c'était des gens comme nous, hein. C'était des chasseurs-collecteurs. Ils étaient exactement comme nous, c'est la même humanité, il n'y a aucune différence. Ces gens avaient une vie rude, hein, parce que le pays est rude et il était rude. Ils tuaient, ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, y compris des mouches, des guêpes, des serpents, etc., qu'ils écrasaient, qu'ils mêlaient, faisaient une espèce de pâte. Il y avait une nourriture opportuniste. Une nourriture de survie. On a une idée de la vision du monde qu'ils pouvaient avoir? Oui, ça, on en a des idées très claires avec ce qu'en ont dit les missionnaires jésuites. Qui, eux, le tenaient directement des Indiens qui étaient venus évangéliser. On sait que c'était une forme de chamanisme qu'ils pratiquaient, qu'ils avaient un culte des morts. Et les morts, c'était les esprits surnaturels puissants qui réglaient les problèmes de la vie courante. Donc les humains qui sont représentés d'une façon très figée d'ailleurs, hein, c'était des morts. Il y avait des personnages avec 6 doigts. Oui. Tu vas bien me trouver une hypothèse. Oui, on peut toujours trouver des hypothèses. C'est volontaire, ça peut pas être... Oui, on le trouve assez souvent. Moi, je pense justement que ça montre que c'était des gens qui n'étaient pas comme les autres. Et effectivement, ce n'est pas des gens du commun, ça représente des morts. Et donc, ils ont des caractéristiques différentes des vivants. Mais c'est une hypothèse. Allez, on va à l'autre. Ils ont fait ça dans des endroits souvent très inaccessibles. Oui. Et malheureusement, plein de cactus qui piquent beaucoup. C'est là? Et on y arrive. Oh oui, c'est l'abri. Ah oui. Ah, c'est le musée de la marine ici. Voilà. Alors attention, là, c'est le... Oui, voilà, c'est là. Et, là, on a deux grands... C'est un aquarium. Un gros aquarium, étant donné la taille de ces mammifères marins. Première baleine ici. Oui, et puis il y en a une autre qui est un peu plus grande là-bas. Deuxième. On voit bien quand même la taille de la bouche. On a même l'impression qu'on voit les stries. Ouais. Et puis la tortue au fond. La tortue, c'est là-bas, c'est un peu plus loin. Le voilà, là, voilà, la tortue. De là, on la voit bien d'ailleurs. C'est très étonnant parce qu'il y a une autre grotte à peu près 1 kilomètre plus loin dans le canyon où il y a des raimentas. Oui.
il y a des poulpes ou des calamars. Oui. Donc c'est quand même des gens qui, des même poissons. en vivant Et les poissons. à une certaine distance de la mer, en avaient une certaine connaissance. Oui, Donc, il la voyait. enfin, les baleines, c'est pas très étonnant qu'ils figurent dans leur bestiaire, parce que si tant est qu'ils les aient observés, les baleines grises devaient quand même sacrément les impressionner. Donc ça doit être rentré dans leur imaginaire, peut-être même dans leur divinité, qui sait. Oui, c'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible. Ce que je trouve merveilleux, c'est que ce qui les a fascinés à l'époque continue aujourd'hui de nous fasciner, parce que une des raisons de notre présence en Basse-Californie, indépendamment de ces grottes, c'est les baleines, les raimentas, les calamars, et qu'avec 6000 ans d'écart, nous avons la même fascination pour la nature que probablement les Indiens l'avaient à l'époque. En tout cas, ce qui est à la fois émouvant, c'est d'imaginer ces Indiens et ces artistes ici il y a 6000 ans. Et ce qui est triste à la fois, c'est que 6000 ans après, malheureusement, en tout cas pour la Basse-Californie, il n'y a plus un seul de ces Indiens. Le seul témoignage est au-dessus de nos têtes. Mais c'est un témoignage extraordinaire. Magnifique, de taille. L'art rupestre s'étend sur une période de 25 000 ans et existe sur la majeure partie de la planète. Mais les artistes qui ont peint l'ensemble du bestiaire de Basse-Californie furent de loin les plus ambitieux quant à la taille de leur représentation. Ils avaient, il est vrai, de gigantesques monstres pour modèle. Monstres que l'équipe d'Ushuaïa Nature va maintenant tenter d'approcher. La côte occidentale de la péninsule de Basse-Californie est baignée par les eaux froides de l'océan Pacifique. Quelques enclaves lagunaires, comme celle de San Ignacio, permettent aux baleines grises de faire une halte tranquille, propice à la mise bas de leur progéniture. Diane Gendron y attend Nicolas, afin de faire avec lui la plus incroyable des rencontres animales. Les baleines grises, on estime la population mondiale à combien à peu près? Au-dessus de 22 000. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable. C'est la seule espèce de baleine qui est revenue à son nombre normal d'avant la chasse. Ouais. Ça au moins, c'est un des rares signes positifs dans la préservation de la nature. Waouh. Ah, ça c'est sympa. On recherche les baleines et c'est les dauphins qui nous guident dessus. Ils sont juste en dessous là. Alors, elle est où votre copine la baleine? Hein? Elle est où la baleine? Ah, il y a du monde dans les eaux hein, ici. Hein. Oh, il y a un seau là-bas. Seau. Oh, regarde. Oh, il y en a pas mal, hein. Il y en a deux là-bas. Ouais. Deux là, plus loin il y en a deux autres, et c'est deux là. Il y a encore un peu de monde. Don Francisco a plus de 70 ans. Cet homme s'est trouvé confronté en 1972 à un événement qui a modifié la vie des baleines grises de la lagune. À cette époque, les pêcheurs considéraient les baleines comme des animaux diaboliques, extrêmement agressifs. Une nuit, Don Francisco est tombé en panne de moteur. Au petit matin, les baleines sont venues se frotter contre son bateau. Terrorisé, il n'a pu s'empêcher de les toucher puis de les caresser. Il s'est alors aperçu qu'elles pouvaient être amicales. Depuis, l'incompréhension entre mammifères supérieurs n'a plus cours dans la lagune. Regardez ça. Regardez ça. C'est splendide. Elles font demi-tour. Regarde ça. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Oui. Magnifique. Elle arrive. Waouh, regarde, bonjour, bonjour. Oh, comment ça va? Comment ça va? C'est super. Wow. Allez, allez.
C'est bien. T'as vu comme c'est doux, hein, la peau? C'est magnifique. Ah, c'est ce qu'on appelle un contact assez près. Oh, regarde les fanons! Ouais. Regarde les fanons, les sillons, les deux sillons ventrale. Et l'autre derrière, regarde, là. Oui, oui, elle est ici. Magnifique, Allez, viens, magnifique. Alors viens, maman. On a dû faire quelque chose de bien pour avoir droit à ça. Hein. Ouais, évidemment. Hein? Allez. Allez. Oui. Voilà. Allez. Viens nous dire bonjour. Voilà. Voilà. Allez, viens. Regarde son œil, regarde son œil. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh, l'œil. Elle aime se faire caresser. Hein? Regarde. Comment est-ce qu'on a pu menacer la survie de ces baleines? C'était appelé les poissons démons. C'était les femelles. Ils étaient très agressifs face aux chasseurs de baleines, car ils tuaient le petit pour que la femelle reste près. Et la femelle, elle faisait tout en son pouvoir pour écraser les bateaux. C'est le petit, ça? Ouais. Il reste avec les mères pendant combien de temps? Oh, à peu près 6 mois. Ça, c'était un petit qui est né cette année. Ah, c'est un petit de l'année? C'est ben oui, c'est mais énorme, oui. énorme. Ça, c'est à 6 mois, ça? Non, moins. Ça, c'est le petit. Viens. Tu as une idée du nombre de litres de lait par jour? Ça doit chiffrer. C'est énorme. Mais c'est surtout que le lait est très, très riche en graisse. C'est comme des boules de yogourt. Ah, la mère, ça, c'est la mère. Regarde les baleines. Et ça, c'est des parasites. Et la baleine s'en débarrasserait bien, mais malheureusement, elles sont complètement incrustées dans l'épiderme. Hein. On est gêné parce que normalement, on essaie d'éviter le contact avec les animaux. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On peut pas résister, c'est elles qui viennent. Alors, waouh! Faut croire en nos rêves. Tout à fait d'accord. Et ben même nos rêves sont trop petits pour accueillir de tels instants. Oh. Est-ce que tu crois qu'il y a une notion de jeu là? Oui, Ouais. ben oui. D'ailleurs, je crois que la femelle, l'idée, c'est que les petits s'habituent à des embarcations, aux moteurs, parce qu'ils, dans leur vie, ils vont rencontrer, durant leur migration, par exemple, énormément... Là, ils sont dans une période d'apprentissage. Exactement, oui. Pour la nage aussi, le Pacifique, c'est un endroit beaucoup plus difficile pour naviguer qu'une petite lagune comme ici. Donc, en ce moment, ils sont en train de se préparer pour la longue migration vers le nord. C'est aussi un endroit très protégé pour les tout-petits qui viennent de naître. Et d'ailleurs, normalement, lorsqu'ils naissent, ils sont à l'intérieur complètement des lagunes. Par contre, ce qui était pour eux un abri pour se reproduire est devenu un piège quand on a commencé à les chasser parce que tous les baleiniers se mettaient à la sortie de la passe. Et là, c'était un véritable carnage. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a réussi, malheureusement, à menacer l'espèce. Ouais. Oh, elle m'a fait peur, celle-là. Oh, 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 je l'ai cherchée derrière. Elle est venue m'éternuer en pleine figure. Oh là. Oh, oh, oh. Je m'attendais pas. Surprise. Ah, il faut pas emmener des cardiaques, hein. Elle s'amuse. Quelle est la taille des grandes baleines grises? 40 pieds. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Chez toutes les baleines à fanon. D'accord. Oh là 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 là. Allez, viens nous voir un peu. Ah, une chose aussi, touche pas à la queue. D'accord. À la caudale, tu veux dire? Non. Parce qu'ils réactionnent très, très rapidement et très, très brusquement. La queue, c'est leur façon de se défendre. C'est une région très sensible. Ah, tu vois, cette espèce de bulle-là, ils font ça quand ils sentent un prédateur ou... c'est comme... C'est un peu comme les calamars avec leur jet d'encre. Et ça vit combien? 25 ans, une baleine? Oh, une baleine, on ne sait pas vraiment, mais on croit plutôt dans les environs de l'humain. Combien? Dans les environs de l'humain, 60, 70 oui. années. Ah oui. Les mâles et les femelles restent ensemble toute leur vie ou pas du tout? Non, toutes les baleines à fanon
Les femelles et les mâles se reproduisent avec plusieurs individus. Il joue aucun rôle éducatif, le mâle. Aucun. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'à la limite, le baleineau ne revoit jamais le père. En théorie. Voilà. Oui. Ouais. Ce qui est intéressant chez les baleines, que ce soit les baleines à fanon ou les baleines à dents, c'est qu'elles n'ont pas du tout le même mode d'alimentation et que chacun se partage un peu une niche écologique. Du coup, il n'y a pas de compétition. Hein. Celles-là, elles vont vraiment se nourrir au fond, elles vont racler la vase. Ils siphonnent la vase et les petits crustacés des fonds des mers. Les baleines grises s'alimentent dans les zones polaires. Ici, on les voit quelques fois s'alimenter, mais c'est plutôt C'est-à-dire que sporadique. tout ce temps-là, elles vivent sur leurs réserves. Elles vivent sur la réserve dans les zones subtropicales comme ici. Et c'est très difficile Les eaux pour chaudes les pour femelles. se reproduire, les eaux froides pour se nourrir. Ouais. Et entre les deux, un long périple, semé d'embûches parfois. Semées d'embûches, de bateaux de pêche. Elles sont toujours près des côtes, donc elles sont toujours en danger du trafic des bateaux, etc., comparé aux autres baleines qui peuvent être au milieu du Pacifique, non? Alors, le problème avec les baleines grises sur leur conservation, c'est les problèmes avec les zones côtières. Et toute la navigation aujourd'hui qui perturbe notamment leur communication, parce que ce que l'on a découvert, c'est que tous les sonars utilisés par les bateaux, c'est un cauchemar pour les baleines. Ça trouble complètement leur audition. Oh là 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 là. Oui, ils sont en train de communiquer entre eux, non? Je sais pas ce que la mère peut lui dire, là. Dis au petit que ça suffit comme ça. Elle calme le jeu. Encore un peu. Allez. Là. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Faut quand même bien comprendre une chose. C'est que c'est un cas unique de comportement animal. Il n'y a pas d'autre exemple où les animaux de surcroît de cette taille-là sollicitent d'une manière un peu espiègle le contact avec les humains. Et ce comportement est à mettre en regard avec le fait que ces baleines sont les plus archaïques des cétacés qu'ils soient. Et on a l'impression qu'elles n'ont pas coupé le cordon ombilical avec leur ancienne condition terrestre. Je rappelle que les baleines, il y a 65 millions d'années, ont progressivement quitté la Terre pour aller profiter de la nourriture abondante dans les océans. Alors ce lien avec la Terre qu'elles n'ont pas coupé explique peut-être cette sollicitation et ce contact particulier avec les humains. Toi qui as tellement d'expérience avec les gros animaux, toutes sortes d'animaux, tu ferais la même chose avec un éléphant africain qui s'approcherait de toi, de le flatter comme ça, flatter la trompe? Moi, je trouve incroyable cette façon de venir proche de nous et de ne pas nous causer aucune crainte. Est-ce qu'il n'y a pas là un message très clair? Ces animaux qui pourraient d'un seul coup de nageoire renverser notre embarcation et qui ne sont que douceur et amitié. Le meilleur ambassadeur du monde animal. L'équipe d'Ushuaïa Nature a quitté la péninsule pour rejoindre l'archipel de Revillagigedos, situé un peu plus au sud dans le Pacifique. Constitué de plusieurs îles, dont celle de Santo Benedicto, cet archipel est en formation. L'activité géologique est ici impressionnante. Elle est manifeste sous les pas de Nicolas et de Laurent Balesta, biologistes marins de l'expédition. Cet îlot instable est un no man's land jalonné de blocs de pierre ponce et hérissé de lames de lave noire tranchantes comme du verre. Perdu au milieu de l'océan, c'est un endroit parfait pour attirer de nouveaux monstres. Incroyable parce que l'île de Santo Benedicto n'est que cendres volcaniques. La dernière éruption, d'après les Mexicains, remonte à 1952, mais preuve que l'activité sismique est d'importance, c'est qu'il y a moins d'un mois ici, il y a eu un tremblement de terre de 7,5 à l'échelle de Richter. Il y a 4 îles ici dans l'archipel qui sont un peu une providence au milieu de l'océan, car sur cette roche, eh bien, se greffe une vie tout à fait exceptionnelle.
Surtout sur la partie marine, je dirais. C'est vrai que là, ça a l'air d'un vrai désert et c'est un parfait contraste avec ce qui se passe sous la surface. Quand tu as une diversité relativement faible, on va dire un nombre d'espèces qui n'est pas pharaonique, en contrepartie, tu as un endémisme très fort. C'est-à-dire que les quelques espèces de poissons qu'on va pouvoir observer en plongée ici sont vraiment différentes de ce qu'on peut voir partout ailleurs sur la planète. Alors, le rendez-vous le plus exceptionnel, ici, sur Santo Benedicto, ce sont les raimentas géantes. Et probablement, on va rester prudent, mais les plus grandes raimentas qu'on ait l'occasion d'observer sous l'eau. Les records enregistrés, c'est 6,8 mètres d'envergure, donc presque 7 mètres d'envergure et presque 2 tonnes de poids. Donc des animaux vraiment de véritables colosses. Ce sont des animaux qui malheureusement ne bénéficient d'aucune protection alors qu'ils sont souvent de manière outrancière chassés et pêchés. Ils ont bénéficié pendant longtemps d'une mauvaise réputation, on les appelait les diables des mers, alors que ce sont des êtres exceptionnels pour 2 raisons. D'abord parce que ce sont des êtres très anciens et pour autant un succès d'évolution, parce que comme tous les animaux géants, on considère que la grande taille d'un animal est normalement un handicap, et quand on arrive à se satisfaire de ces grandes tailles, c'est un succès de l'évolution. Voilà, ils ont trouvé la niche écologique qui fait qu'ils peuvent atteindre ces tailles colossales au bout d'une... Alors, on n'a pas trop de certitude sur l'âge des mantas. On pense que c'est entre 20 et 30 ans, avec une maturité sexuelle qui arrive au tiers de leur vie. Donc c'est des animaux, d'un point de vue gestion de la planète, qu'il faut surveiller, parce qu'une reproduction assez faible, une maturité sexuelle tardive, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Voilà, et accessoirement, si les eaux veulent bien nous être hospitalières, les baleines à bosse fréquentent les eaux de cet archipel, des requins marteaux en bande, plus aléatoires et probablement plus profonds. Enfin, les vedettes locales, ce sont quand même les raimentas géants. Okay. Allez, on va y aller. Nicolas, Laurent et l'équipe de plongeurs se rendent vers les sentinelles de pierre, indiquant la limite du tombant où maraudent les raimentas. Sont-elles territoriales ou migratrices? Laurent Balesta se pose la question avant de se jeter dans la houle la plus bleue de la planète. S'il existe un autre monstre marin ayant effrayé les navigateurs des siècles passés, c'est bien la raimanta. La légende veut que ce diable des mers, capable de faire des bonds étonnants de près de 6 mètres au-dessus de la surface, laisse volontairement retomber ses 2 tonnes de muscles et de cartilage sur les petites embarcations. Cette perspective pouvait en effet générer une certaine angoisse. Malgré son inquiétante parenté avec les requins, la raimanta n'est qu'un doux géant inoffensif. Plus évoluée que la plupart des sélaciens, elle fait néanmoins partie de ces poissons venus du fond des âges qui se sont d'emblée trouvés en parfaite adéquation avec leur environnement. Souvent solitaire, la raimanta incarne l'élégance. Son lent vol aquatique est dû au squelette cartilagineux extrêmement souple du requin qu'elle était, allié à des nageoires pectorales hyper développées, ne formant plus qu'une aile.
Chez les mantas, appelés aussi raies cornues, le rapport entre la taille du cerveau et celui du corps est très proche de celui des mammifères, ce qui en fait un poisson d'une respectable intelligence. Contrairement aux autres familles de raies qui possèdent une bouche sous la tête pour fouiller la vase, les mantas se sont progressivement dotés d'une bouche faciale pour avaler le flux nourricier riche en plancton et en petits poissons. Flux qu'elles canalisent en déployant leurs 2 cornes céphaliques. Un geste inutile ici. Il n'y a rien de comestible pour les raies mantas dans les eaux de San Benedicto. Grand vaisseau pélagique, la raie manta est un écosystème à elle seule. Ses premiers locataires sont les grands rémoras, dont la taille avoisine le mètre. Généralement, un couple se ventouse de chaque côté de l'animal et voyage ainsi gratuitement. Les traces visibles sur la peau de la manta sont celles laissées par les disques ventouses que les rémoras possèdent au-dessus de leur tête. Ces empreintes, parfois profondes, blessent réellement la raie, qui est la grande perdante de ce bel exemple de commensalisme animal. Le petit poisson-ange de Clarion s'est spécialisé dans l'épouillage des parasites de la raie et des rémoras. En général, le diable des mers s'abandonne avec délice à cette forme d'échange aux bénéfices réciproques. Lorsqu'elle se déplace, la manta enroule ses cornes céphaliques pour obtenir un hydrodynamisme plus important. Mais au bord du tombant de San Benedicto, là où il n'y a pas de plancton à ingérer, elle déploie parfois ses cornes comme une invite muette à ces petits poissons-anges qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ce site, qui inspire tant les raies mantas, est tout simplement
une station de nettoyage. Nicolas et Laurent délaissent les grandes ombres noires, occultant même le soleil, pour descendre un peu plus bas sur le tombant. Accompagnés par les carangues dorées et par toute la faune multicolore du récif, les deux hommes se laissent couler vers les quelques petites grottes semblant s'ouvrir au pied de la muraille sous-marine. Surprise. Un requin corail est posé sur le sable. Ce type de rencontre est extrêmement rare. Si la raie manta est une exception chez les raies, du fait qu'elle ne se pose jamais sur les fonds, le requin corail est une exception pour son espèce, car il peut respirer sans nager de façon permanente. Mais il est contraint de pomper l'eau avec sa gueule pour faire fonctionner ses ouïes. Les eaux de Basse-Californie ne sont pas à une bizarrerie près. La remontée vers l'air libre fait l'objet d'une rencontre souvent rêvée, mais toujours fugace. Une centaine de requins-marteaux croisent en banc à quelques encablures. Trop vite, trop loin pour les rattraper, ce sera pour une prochaine fois. Au moment où Nicolas et Laurent regagnent la surface de l'océan Pacifique, un fou de bassan qui venait tranquillement prendre son bain croit avoir une hallucination. La chance sourit à ceux qui croient en leurs rêves, avait pressenti Nicolas en faisant ses premiers pas sur la péninsule de Basse-Californie. Les eaux bleues de la mer de Cortez et celles du Pacifique Nord n'ont pas souhaité démentir une telle assertion. L'époque de résidence des baleines dans cette zone est largement dépassée. Pourtant, une famille de mégaptères effectue un détour pour venir vers les plongeurs. Le baleineau, handicapé par sa nageoire caudale brisée, retarde certainement la longue migration. Les adultes, quoi qu'il advienne, vont tout mettre en œuvre pour le mener vers les grands pâturages polaires. Une entreprise peut être vouée à l'échec, mais ô combien représentative de leur nature profonde. Car ces monstres de toutes sortes ne sont monstres que parce qu'ils sont méconnus des hommes. Fou. On a eu jusqu'au bout une chance incroyable. Parce qu'en plus, on est arrivé sans trop y croire. On les a vus de loin. Vous aurez pu d'un simple coup de caudale nous laisser derrière. Elles ont fait demi-tour. Il y avait le baleineau sous la femelle, le mâle en protection derrière. Elles sont passées à ras. La curiosité était réciproque. Voilà. Et puis elles sont parties. Elles ont repris leur navigation. Moi, j'ai pas ou peu souvenir d'un voyage où l'océan ni même la nature ne nous ait
gratifiés d'une telle générosité, comme une hospitalité sans retenue. On a un peu l'impression que les zoos de Basse-Californie nous ont accueillis à bras ouverts, débordant en permanence d'attention à notre égard et qui plus est, dépêchant ses plus illustres ambassadeurs, les dernières étant ces 3 baleines, mais même les oiseaux. Moi, c'est le seul endroit au monde où j'ai vu ces fous de bassan passer le bec sous l'eau pour venir regarder les plongeurs en dessous. Et dans toutes ces rencontres, pour le moins inespérées et insensées, j'ai eu ce sentiment de toucher du regard et parfois même du doigt une vérité première et surtout de renouer avec un lien sacré que nous avons rompu peu à peu, probablement leurré par des chimères matérialistes et technologiques. En tout cas, moi, le souvenir que je garderai également, ce sont ces fresques sublimes, faites par ces Indiens sans nom, qui ont peut-être voulu immortaliser quelques-uns des animaux qu'on a croisés et rencontrés ce soir, mais qu'on peut lire également comme une incantation à protéger coûte que coûte ces trésors naturels. Et Dieu sait qu'ils en ont bien besoin. Il faudra être très vigilant car ici aussi, la nature est menacée. Ces Indiens d'ici et d'ailleurs qui avaient bien avant l'heure compris que nous n'étions que des locataires de la terre et que comme l'a écrit un vieux chef indien Sioux au XIXe siècle, le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur, eh bien puissions-nous garder cette proximité pour que justement notre cœur ne devienne jamais dur. Bonsoir.